Moi, vous savez ce qu'on dit? La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est un cliché, je sais. Mais parfois, les clichés ont la peau dure parce qu'ils sont vrais. Mon plat à moi, il n'était pas froid. Il était glacial, congelé, et j'ai pris un plaisir infini à le regarder déguster. Elle qui avait passé des années à me servir des plats empoisonnés. Elle, ma belle-mère, enfin, mon ex-belle-mère. Quand elle est arrivée sur le pas de ma porte ce soir-là, trempée par la pluie, le mascara coulant, ressemblant à une version bon marché de la tragédie grecque, tout m'est revenu, l'odeur de son parfum cher qui empestait mon appartement, son sourire en coin quand elle pensait que je ne la regardais pas, le son de sa voix, ce sifflement mielleux qu'elle utilisait pour détruire ma vie. Elle m'a dit, en sanglotant, que j'étais son seul espoir, moi, le raté, l'homme qu'elle avait méthodiquement ruiné. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Mais pour que vous compreniez dans le dessert, il faut que je vous raconte le repas. Et tout a commencé, par l'amour. Moi, Claire, elle s'appelait Claire, et elle était tout. On s'est rencontrés dans une petite librairie, un de ces mardis après-midi pluvieux où le monde semble s'arrêter. On a parlé de bouquins, de rêves, de voyages qu'on ne ferait sans doute jamais. J'ai su ce jour-là que je ne voulais plus jamais parler à quelqu'un d'autre de cette façon. Notre amour était simple, il n'était pas bruyant, il n'était pas fait pour Instagram. Il était fait de petits déjeuners au lit le dimanche, de rires partagés devant des films nuls, de cette certitude tranquille que, peu importe ce qui arriverait dehors, et ici, dans notre petit T2, tout irait bien. On était heureux, vraiment, profondément heureux. Le genre de bonheur qui rend les autres jaloux sans même le vouloir. On s'est mariés 1 an plus tard. Une petite cérémonie, juste la famille des proches, les amis. C'est là que je l'ai officiellement rencontrée. Elle, Sylvie, sa mère. Dans mes souvenirs, je l'appelle la reine-mère. Au début, bien sûr, tout n'était que sourires et politesses. Des « prenez donc un peu plus de champagne, mon cher » et des « Claire m'a tant parlé de vous ». Mais il y avait quelque chose dans son regard. Une évaluation, comme si elle mesurait la qualité du tissu de mon costume loué, comme si elle calculait la valeur nette de mes parents. Les premières semaines de mariage ont été parfaites. Claire et moi étions sur notre nuage. Et puis, la reine-mère a commencé ses visites. Au début, c'est juste des petites piques, des remarques lancées en l'air, toujours avec un sourire désarmant. Le narrateur imite une voix mielleuse. « Oh, tu as choisi cette couleur pour le mur? C'est original. Claire, ma chérie, tu as l'air un peu fatiguée. Ton mari te fait veiller tard ?» Elle avait ce talent incroyable pour complimenter et insulter dans la même phrase. Elle mettait son grain de sel partout. Dans nos finances, dans nos projets de vacances, dans la façon dont je rangeais les courses. Claire, aveuglée par l'amour filial, ne voyait rien. « Maman est comme ça ?» disait-elle en riant. « Elle veut juste aider. » Aider, oui, mais le vrai poison, elle le gardait pour les moments où Claire n'était pas là. Quand ma femme allait chercher du pain ou qu'elle était sous la douche. Le masque tombait. Un jour, je préparais le café. Elle était assise à la table de la cuisine, feuilletant un magazine de décoration hors de prix. Vous savez, je suis surprise qu'une fille comme Claire, si brillante, si élevée, ait choisi quelqu'un comme vous. J'ai failli lâcher la cafetière. Pardon? Elle a levé les yeux, son sourire ne touchant pas ses yeux froids. Oh, ne le prenez pas mal, vous êtes gentil, mais vous n'êtes que pas de son monde. Vous ne l'êtes pas et vous ne le serez jamais. Elle finira par s'en rendre compte. Une autre fois, c'était à propos de mon travail. Je suis graphiste freelance. Je gagnais correctement ma vie, on payait nos factures, on mettait même un peu de côté. Mais pour elle, freelance, c'est ce qu'on dit maintenant quand on n'a pas de vrai travail, n'est-ce pas? Un peu précaire. J'espère au moins que vous cotisez pour votre retraite. Ma pauvre fille, elle mérite la stabilité. Elle me traitait de raté avec des mots polis. Elle me faisait sentir comme un imposteur dans ma propre maison, dans ma propre vie. J'avalais, je serrais les poings, je ne disais rien à Claire. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Peur de la faire choisir. Peur qu'elle pense que je mettais le bazar. J'étais naïf, je pensais que l'amour suffirait. L'amour n'a pas suffi. La reine-mère a changé de stratégie. Les attaques de direct quand nous étions seuls ne fonctionnaient pas assez vite. Elle a donc commencé le travail de sape. Le vrai, le sale. Elle a commencé à parler dans mon dos. Elle appelait Claire tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Quand Claire raccrochait,
Son visage était fermé. Elle était distante. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je demandais. Rien. Maman s'inquiète, c'est tout. S'inquiète de quoi? Je l'ai découvert assez vite. Ma chérie, il t'a parlé comment hier soir? Non, mais je l'ai entendu. Il était sec. Il ne te respecte pas. Tu es sûr qu'il était vraiment avec Marc vendredi? Ça m'étonne. Marc m'a toujours semblé. Enfin, tu sais. Et puis est rentrée tard, non? Elle plantait des graines. Des petites graines de doute, jour après jour, et elles germaient. Un soir, on dînait. Silence total. Je lui ai demandé ce qui se passait. Maman m'a dit que tu lui avais mal parlé au téléphone. M'a-t-elle dit, sans me regarder. J'étais stupéfait. Quoi? Mais pas du tout. Elle m'a appelé pour savoir si on avait bien payé l'assurance. Je lui ai dit oui, et c'est tout. J'étais au milieu d'un dossier. Claire a secoué la tête. Elle dit que tu as été brutal, que tu lui as dit qu'elle n'avait pas à se mêler de nos affaires, que tu lui as presque raccroché au nez. C'était faux, totalement faux. C'était sa version, tordue, empoisonnée. J'ai essayé de me défendre, mais je voyais dans ses yeux qu'elle me croyait, moi, mais qu'elle croyait aussi sa mère. Et le doute, une fois installé, c'est comme de la rouille, ça bouffe tout. Notre relation a commencé à se fissurer. Les rires se sont fait rares, on marchait sur des œufs. J'avais l'impression d'être constamment jugé, pas seulement par Sylvie, mais maintenant par Claire aussi. J'étais fatigué, j'étais en colère, je me sentais trahi, mais je ne pouvais même pas mettre le doigt sur l'ennemi. C'était un fantôme qui vivait dans le téléphone de ma femme. Je me souviens d'un soir en particulier. J'avais préparé son plat préféré, j'essayais de recréer l'avant. J'ai posé l'assiette devant elle. Elle a soupiré. Maman pense que tu dépenses trop en choses futiles, comme ces épices qui avaient qu'à te coûter 3 €. J'ai explosé. Pas violemment, mais j'ai craqué. Claire, tu ne vois pas ce qu'elle fait? Elle nous monte l'un contre l'autre. Elle me déteste. Elle s'est levée d'un bond. Ne parle pas de ma mère comme ça. Elle s'inquiète pour moi, pour nous. C'est toi qui as changé. Tu es distant. Tu es en colère tout le temps. Je suis en colère parce que ta mère me pourrit la vie. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que tu n'es pas l'homme que je pensais. Ce soir-là, elle a dormi sur le canapé. J'ai passé la nuit à regarder le plafond, le cœur en miettes. Je comprenais. La reine-mère était en train de gagner. Elle ne détruisait pas seulement mon moral. Elle détruisait l'image que Claire avait de moi. Mais ce n'était rien. Ce n'était que l'échauffement. La reine-mère avait besoin d'une bombe atomique pour finir le travail. Et elle l'a fabriquée. Elle aurait pas été passée à la vitesse supérieure. L'artillerie lourde, l'infidélité, un mardi soir. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je rentrais d'un rendez-vous client qui s'était éternisé. J'étais épuisé. J'ai ouvert la porte. Claire était assise dans le salon, dans le noir. À côté d'elle, Sylvie. La reine-mère. Elle lui tenait la main. L'ambiance était électrique, glaciale. Claire, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Claire n'a pas répondu. C'est Sylvie qui a parlé. Sa voix, un mélange écœurant de fausse pitié et de triomphe. Comment peux-tu lui faire ça? Après tout ce qu'elle a fait pour toi, j'ai senti le sol se dérober. De quoi parlez-vous? Claire a enfin levé la tête. Ses yeux étaient rouges. Elle m'a tendu son téléphone. C'était un message de sa mère. Je l'ai vu, au café Le Carrefour, cet après-midi. Il tenait la main d'une autre femme, une brune. Il riait, il lui caressait la joue. Je n'ai pas voulu y croire, ma chérie, mais je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai regardé le téléphone. J'ai regardé Claire. J'ai regardé Sylvie. Le piège était parfait. Claire, c'est absurde, c'est faux. J'étais en rendez-vous avec Hélène Dubois, de l'agence Martin. C'est une cliente. On signait le plus gros contrat de ma carrière. Hélène, a ricané Sylvie. Elle a un joli nom, ta maîtresse. Ce n'est pas ma maîtresse, c'est une collègue. On se serrait la main pour fêter le contrat. Sylvie, vous mentez. Vous savez que vous mentez. Je me suis tourné vers Claire, désespéré. Chérie, je t'en supplie. Tu me connais, je ne ferai jamais ça, jamais. Claire m'a regardé. J'ai vu le combat dans ses yeux. J'ai vu l'amour qu'elle avait pour moi, luttant contre des années de poison distillées par sa mère. Et puis Sylvie a porté le coup final. « Ma pauvre chérie !» a-t-elle dit en caressant les cheveux de Claire. « Je te l'avais dit depuis le début. Il n'est pas fiable, il n'est pas de notre monde. Il allait te briser le cœur. Ce fut le moment, le déclic. Claire a détourné le regard. Elle avait fait son choix. Elle a cru sa mère. Elle m'a demandé de partir. Le divorce, mon Dieu, le divorce. Ce n'est pas seulement un mot administratif, c'est une amputation.
On vous arrache une partie de vous, sans anesthésie. Je n'ai pas lutté. À quoi bon? Comment lutter contre des mensonges que votre propre femme préfère croire? J'étais vide, j'étais un zombie. Elle a gardé l'appartement, sa mère l'a aidé à payer l'avocat, un requin. Moi, j'ai pris mes économies pourries pour payer le mien, qui m'a conseillé de céder surtout pour finir au plus vite. J'ai regardé les déménageurs emporter les meubles qu'on avait choisis ensemble. J'ai regardé notre vie être emballée dans des cartons. Et pendant tout ce temps, la reine-mère était là, elle supervisait. Elle flottait dans l'appartement comme un vautour, s'assurant que je ne prenais rien de valeur. Le jour de la signature finale, Claire n'est même pas venue. Elle a envoyé son avocat. J'étais seul. Quand j'ai posé le stylo, j'ai ressenti un froid, un vide absolu. Ce n'était pas seulement un mariage qui mourait, c'était moi, l'homme que j'avais été. La reine-mère avait gagné, elle m'avait ruiné. Financièrement, oui, j'ai dû repartir de zéro dans un studio minable de 15 mètres carrés, avec un matelas au sol et une plaque chauffante. Mais surtout, elle m'avait ruiné émotionnellement. Elle m'avait pris ma femme. Elle m'avait pris ma dignité. Elle m'avait fait douter de ma propre valeur. J'étais un raté. Elle l'avait dit si souvent que j'avais fini par le croire. J'ai touché le fond. Vraiment, il y a eu des nuits où la seule chose qui me retenait, c'était la perspective de lui donner la satisfaction de ma destruction totale. Mais quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Ça a pris du temps, 1 an, puis 2. La première année, ce fut l'enfer. J'ai bossé comme un damné. J'ai pris tous les contrats, même les plus nuls. Je ne dormais pas, je ne mangeais presque pas. Je n'avais qu'un objectif, survivre, reconstruire, brique par brique. Le studio de 15 mètres carrés est devenu un 30 mètres carrés. Le matelas au sol est devenu un vrai lit. Mon entreprise a commencé à décoller. Le contrat avec Hélène Dubois, oui, celui-là même, avait ouvert des portes incroyables. Ironiquement, le mensonge de Sylvie avait été basé sur le début de mon succès. Je me reconstruisais, mais la colère était toujours là, froide, patientant. Et puis, un jour, le téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai décroché. Allô, une voix d'homme, cassée. Nom du narrateur, c'est Robert, mon ex-beau-père, le mari de Sylvie, un homme que j'avais toujours trouvé effacé, complètement sous la coupe de sa femme. Je ne lui avais pas parlé depuis le divorce. Robert, qu'est-ce que... Question marque. Il m'a interrompu, il pleurait. Je voulais juste m'excuser. Je suis tellement désolé. J'étais confus. Désolé pourquoi? Pour tout. Pour ce que Sylvie vous a fait. À vous, à Claire, à notre famille. J'ai senti mon cœur s'emballer. Je ne comprends pas, Robert. Qu'est-ce qui se passe? Il avait fini par craquer. Robert, l'homme silencieux, la reine-mère était devenue si arrogante dans sa victoire qu'elle était devenue imprudente. Elle avait continué à le rabaisser, lui aussi. Et un jour, en cherchant un document sur son ordinateur, il était tombé sur quelque chose. Des emails. Des emails entre Sylvie et sa sœur. Des emails où elle se vantait d'avoir enfin réussi à ouvrir les yeux à Claire. Elle décrivait en détail son petit stratagème au café Le Carrefour. Elle riait de la façon dont j'avais réagi. Elle écrivait, et je cite Robert, « Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. Je veux être pathétique. Au moins, maintenant, ma fille peut trouver quelqu'un de son rang. » Robert était dévasté. Il m'a dit qu'il avait confronté Sylvie. Elle avait nié, puis avait ri, puis l'avait menacé. « Je l'ai regardé, » m'a dit Robert, la voix tremblante, « et je n'ai pas reconnu la femme que j'ai épousée. J'ai vu un monstre qui a détruit le bonheur de sa propre fille pour une question d'ego. Je ne peux pas vivre avec ça. » Il l'avait quitté, le jour même. Il avait pris un avocat, bloqué les comptes joints, dont il était le principal contributeur, et demandé le divorce pour faute. Mais ce n'était pas tout. Avant de partir, il avait fait une chose. Il avait transféré tous les emails à Claire. Les conséquences ont été cataclysmiques pour la reine-mère. Robert est parti, et Claire, ma Claire, en voyant la vérité noir sur blanc, en réalisant ce que sa mère avait fait non seulement à moi, mais maintenant à son propre père, elle s'est effondrée. Elle a coupé les ponts, totalement. Sylvie s'est retrouvée seule, du jour au lendemain, sans mari, sans fille, et Robert ayant été très efficace, sans argent. La roue tourne, comme on dit. Parfois, elle tourne lentement, mais quand elle tourne, elle écrase tout sur son passage. J'ai raccroché avec Robert. Je ne lui ai pas dit merci. Je ne lui ai pas dit que j'étais désolé pour lui. J'étais juste calme. J'ai regardé par la fenêtre de mon nouvel appartement,
un bel endroit lumineux que j'avais godaigné à la sueur de mon front. Et j'ai attendu. Je savais qu'elle viendrait. 6 mois ont passé. Un mardi soir. Tiens, encore un mardi. Il pleuvait à verse, le genre de pluie froide qui vous pénètre jusqu'aux os. L'interphone a sonné. Oui ? Une voix grésillante, méconnaissable. C'est moi, c'est Sylvie. J'ai souri. Un vrai sourire, large mais sans aucune chaleur. Ouvrez-moi, je vous en supplie. Il pleut. J'ai froid. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai ouvert ma porte. J'ai attendu dans l'encadrement, les bras croisés. Elle est sortie de l'ascenseur. Mon Dieu, le choc, ce n'était plus la reine-mère. C'était une épave. La femme qui ne sortait jamais sans un brushing parfait et des bijoux coûteux portait un vieux manteau élimé qui puait le chien mouillé. Ses cheveux étaient gris et plats. Son visage était bouffi, ravagé par les larmes et, je suppose, par pas mal d'alcool. Elle m'a regardé. Elle m'a regardé, moi, dans mon appartement. Elle a revu l'entrée en marbre. Elle a vu le tableau au mur. Elle a choisi l'homme que j'étais devenu. Pas un raté. Un homme qui avait réussi. Sans elle, malgré elle. Elle a éclaté en sanglots. Des sanglots bruyants, laids, désespérés. Aidez-moi. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas dit un mot. Je savourais. C'était mon plat. Il était temps de manger. S'il vous plaît, a-t-elle gémi, s'agrippant presque à mon pantalon. Robert m'a tout pris. Claire ne me répond plus. Je suis à la rue. Littéralement. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 jours, mais ils l'ont saisie ce matin. Elle a levé son visage dégoûtant vers moi. Je sais que j'ai été horrible. Je sais, j'ai fait une erreur. J'avais peur pour ma fille. Je vous demande pardon. Pardon, exclamation Marc. Elle pleurait, elle s'humiliait, la grande, la puissante reine-mère, à genoux devant le paysan. Vous êtes mon seul espoir, a-t-elle murmuré. Je n'ai personne d'autre. Je l'ai laissé pleurer encore quelques secondes. J'ai profité du son, puis j'ai parlé. Ma voix était incroyablement calme, presque douce, mais froide comme la glace. Mon seul espoir. J'ai répété en hochant la tête. C'est drôle. Elle m'a regardé, une lueur d'espoir ridicule dans les yeux. Vous vous souvenez de mon studio de 15 mètres carrés après le divorce, Sylvie ? Celui où je dormais sur un matelas que j'avais récupéré dans la rue ? Elle a tressailli. Vous vous souvenez m'avoir appelé un raté, pas de notre monde ? Vous vous souvenez m'avoir dit que je n'étais pas assez bien pour votre fille ? Elle a commencé à secouer la tête. Non, je ne voulais pas. Taisez-vous, j'ai dit, si froidement qu'elle s'est figée. C'est mon tour de parler. Je me suis approché d'elle. Elle puait. Vous vous souvenez du café Le Carrefour, de cette brune à qui je tenais la main ? C'était un mensonge brillant, vraiment, du grand art. Vous avez détruit mon mariage, ma réputation, ma vie, juste pour pouvoir dire « je te l'avais dit ». Je me suis penché vers elle, mon sourire s'élargissant. Vous avez pris un plaisir fou à me regarder couler, n'est-ce pas ? Vous étiez là quand les déménageurs ont tout pris. Vous supervisiez, vous aviez ce petit sourire, le même que vous avez quand vous croyez que personne ne vous regarde. Elle pleurait silencieusement maintenant, secouée de spasmes de peur. Et maintenant, j'ai continué. Vous êtes là, sur mon paillasson, trempé, seul et ruiné. Je me suis redressé. J'ai savouré ce moment, le pouvoir absolu. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, c'était de la justice, un juste retour des choses. Je suis allé à l'entrée, j'ai ouvert le petit tiroir où je garde de la monnaie. J'ai pris un billet, un seul, un billet de 20 €. Je suis revenu vers elle. Elle l'a regardé, puis m'a regardé, totalement confuse. Je lui ai tendu. « Tiens, prends ça !» Elle a hésité, puis sa main tremblante s'est avancée pour le prendre. J'ai attendu qu'elle l'ait bien en main. C'est assez pour un ticket de métro, pour disparaître de ma vie. Et Lazo a hâte de lever les yeux vers moi. Le choc, la réalisation, l'horreur. J'ai souri de toutes mes dents. Et au fait, Sylvie, vous aviez raison depuis le début. Elle me regardait, ne comprenant pas. Je ne suis vraiment pas assez bien. Pour une famille comme la vôtre, j'ai marqué une pause. Et Dieu merci. Je lui ai fermé la porte au nez. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée, calmement. J'ai entendu un cri étouffé de l'autre côté. J'ai verrouillé. Je suis retourné dans mon salon. Je me suis servi un verre de très bon whisky. Je me suis assis dans mon fauteuil en cuir. Le silence dans mon appartement était parfait. Moi, on dit que la vengeance ne ramène pas ce qu'on a perdu. C'est vrai, ça n'a pas ramené Claire. Ça n'a pas effacé les 2 années d'enfer que j'ai vécues. Mais ce soir-là, en buvant mon verre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas du bonheur, c'était de l'ordre. Le chaos qu'elle avait créé avait enfin été remis en place.
La boucle était bouclée, le plat était terminé, et il était délicieux.